Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. Tu peux très bien faire un business très très rentable et à ton image en étant seul. L'association, c'est pas un passage obligatoire. Les associations, c'est plus complémentaire que similaire. Et c'est notamment ce qu'il faut rechercher. C'est par l'association si ça ne vous ressemble pas. Et pour autant, votre business ne sera pas moins bien qu'un autre business où il y a plusieurs associés. Tu te lances comme ça en solopreneur, tu dois te constituer un réseau d'au moins 5 personnes. 5 personnes que tu appelles les hautes personnes recommandables. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Kevin Dussault, expert comptable mémorialiste chez ACDL Expertise. Il accompagne les entrepreneurs dans leurs projets avec passion et détermination en les aidant à relever leurs défis et à atteindre leurs objectifs. Écoute Kevin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute Rudy, bonjour. Puis merci à toi. Comme je t'avais dit, moi je suis friand des podcasts. J'en écoute pas mal et du coup c'est le premier que j'enregistre, donc c'est toujours un honneur. D'ailleurs, avant de commencer cet épisode, tu sais que tu es le premier expert comptable mémorialiste à participer au podcast Place à l'expert comptable. Et j'aurais voulu savoir, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est un expert comptable mémorialiste ? Ouais, c'est vrai que, alors pour l'anecdote, quand tu m'as contacté, du coup je regardais forcément un peu les personnes que tu avais déjà fait passer sur le podcast. Je me dis c'est bizarre, en fait, il fait passer que des experts comptables, mais moi je suis mémorialiste, donc tu vois je suis pas encore expert comptable officiellement. Donc j'avais un peu ce truc, je me dis c'est peut-être que je suis pas légitime à le faire, mais on m'a toujours appris à... Le syndrome de l'imposteur. Voilà, exactement, le syndrome de l'imposteur, ça c'est toujours un truc qu'il faut balayer. Donc oui, pour ceux qui nous écoutent, en fait, expert comptable mémorialiste, anciennement on appelait ça expert comptable stagiaire. C'est-à-dire qu'en fait moi je suis encore dans le cursus entre mon bac plus 5 et mon bac plus 8 pour devenir expert comptable. Donc là, en fait, moi, je suis sur la dernière année. Au bout des 3 ans, en fait, t'as 3 épreuves. T'as un mémoire à rédiger et t'as 2 épreuves écrites. Et moi, là, en l'occurrence, c'est prévu pour mai 2025. Donc voilà, si tout se passe bien pour moi, mai 2025, je serai, officiellement, en attendant les résultats, juillet 2025, je serai diplômé expert comptable. Diplômé expert comptable. Excellent. Et donc, un expert comptable, c'est un bac plus 8, quoi. C'est un bac plus 8. C'est pas un doctorat parce que c'est pas reconnu comme tel, mais c'est 8 années. 8 années où il faut avoir un peu de patience et c'est un petit marathon, quoi, parce que, il faut le voir venir. Excellent. Merci pour ces précisions de l'expert comptable mémorialiste. Écoute, moi, Kevin, j'ai souhaité ta participation au podcast Place à l'expert comptable pour nous éclairer sur une décision cruciale que tout entrepreneur doit savoir. Est-ce qu'on doit se lancer seul ou s'associer ? En effet, choisir entre développer son projet seul, avec toute la liberté, la flexibilité que cela implique, ou s'associer avec les défis et opportunités que cela présente, n'est pas une décision à prendre à la légère. Comment gérer la solitude du solo-entrepreneur et quels sont les critères pour choisir le bon associé ? L'objectif de cet épisode est d'explorer ces questions et d'offrir des stratégies pour prendre la meilleure décision en fonction de nos ambitions personnelles et professionnelles. Nous aborderons également comment prévenir les risques à travers le pacte d'associés et ses clauses essentielles. Comme tu l'as compris, Kevin, nous avons besoin de tes conseils d'expert comptable mémorialiste. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Alors, c'est vrai que du coup, pour mettre un peu dans le contexte, quand tu m'as contacté, t'as toujours cette partie de réflexion de ce que tu vas pouvoir apporter. Et à ce moment précis, quand tu m'as contacté, en fait, moi, je me suis retrouvé à 2 situations similaires avec, 4 clients même. En fait, c'était une situation de conflit entre associés où la situation était devenue critique, finalement, et que les 2 business allaient être en difficulté et voire même devoir fermer.
je me suis dit, faut que je parle de ça, parce que ça, c'est vraiment des notions qui sont vraiment importantes quand on se lance dans un projet, seul du coup ou à plusieurs, de savoir est-ce que en fait vraiment je suis fait pour l'association? Est-ce que finalement je suis fait pour m'associer? Est-ce que ma stratégie finalement ce serait pas plus simple que je me lance seul avec mes idées, avec mes valeurs? Donc ça, c'est toujours important de le savoir au départ quand on lance un projet. Et pour tous ces solopreneurs justement qui auraient envie de partir de leur côté, de pouvoir en fait être accompagné et de s'entourer des bonnes personnes. Parce que c'est pas parce qu'on est solopreneur qu'on est seul. Faut le mettre en comparaison. En fait, c'est pas la même chose. Donc voilà ces points-là. Et pour tous ceux qui ont envie de s'associer, finalement, c'est de dire quel moment est le plus opportun pour moi de m'associer, avec quelle personne je pourrais le faire et sous quelles conditions. Donc voilà, moi c'est tous ces points-là que je voulais peut-être aborder avec toi et puis avec les auditeurs pour pouvoir en fait avertir et puis sensibiliser sur l'importance de s'associer tout simplement. OK, ouais. Parce que cette prise de décision de s'associer, au bout du compte, elle va impacter sur la durée de vie, la société. Comme tu dis, s'il y a une situation de crise et tout s'arrête, bah, la boîte, en fait, elle ne fonctionne plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, je voulais aussi briser un mythe parce que on peut penser qu'en fait de ne pas s'associer, c'est-à-dire en fait on peut comparer ça à un échec. En fait, l'association, en fait, généralement, c'est quand tu développes un business. Donc, c'est-à-dire que si tu t'associes, c'est que peut-être le business est en train de croître. Mais c'est pas forcément la vérité. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un business très très rentable et à ton image en étant seul. L'association, c'est pas un passage obligatoire. C'est-à-dire que je m'adresse notamment aux personnes qui sont en fait plutôt introverties par nature, comme moi j'ai pu l'être. Et à un moment donné, il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de partager ce projet, partager ce bébé, tu vois, avec quelqu'un finalement, et de pas le faire par obligation, tu vois. C'est vraiment une idée de projet de départ. Toi, je sais pas si tu es associé, par exemple, sur ton business ou avec d'autres business, mais tu as toujours cette question au départ de te demander, est-ce que tu te lances seul ou est-ce que tu te lances à plusieurs, en fait? Eh oui, 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 oui. C'est vrai que moi, dès le départ, en fait, j'ai peut-être pas trouvé les bonnes personnes ou pas cherché les bonnes personnes et donc j'ai décidé, en fait, de me lancer seul. Ouais, tout seul. Après aussi, je pense que c'est, caractère, hein, tu vois, une personnalité, quoi. Souvent, on me dit, d'être à 2, que je peux comprendre. Ça permet, en fait, quand l'un va mal, l'autre, le retire vers le haut et puis ça repart ensemble, puis on peut changer, on peut discuter et cetera. Que moi, c'est vrai que, j'avais pas forcément ça. Après, avec le temps, je me suis associé. Alors, est-ce que je me suis associé, moi, j'ai décidé de m'associer avec ma femme. Après, je sais pas si, c'est encore peut-être encore un autre niveau parce que je me dis, je me suis déjà marié avec elle, donc c'est quand même, comment dire, concret et dur, Tu t'es dans associé 2 fois, en fait, et donc finalement. je me suis associé exactement 2 fois parce qu'on veut aller dans la même dynamique, tu vois? Dans la même vision, voilà et donc voilà. Après c'est voilà, je sais pas si aujourd'hui on peut aussi aborder ce type, comment dire, d'association, avec, la famille, mais voilà, moi c'est un peu mon cas. Et c'est vrai que en fait, bon, quand on s'associe, en fait, finalement, quand on reste seul et qu'on reste solopreneur, ce qu'on garde et ce qu'on arrive bien à conserver au départ, c'est cette flexibilité, finalement. Cette flexibilité de se dire, «Je me suis lancé et j'ai vraiment aucun compte à rendre à personne». Tu vois? Parce que c'est un peu finalement, la majorité des entrepreneurs, se lancent au départ pour ça. L'idée, c'est de se dire: «Je veux arrêter de me rendre des comptes à quelqu'un et je veux vraiment faire ce que moi j'ai en tête». Ouais, ce qui me plaît, trouver un peu la liberté comme on disait en intro, ouais. Voilà, exactement. Et puis de pouvoir créer toi-même ta marque, pouvoir créer ton identité visuelle, chercher les clients qui te ressemblent, tu vois? À moins vraiment de trouver un associé, qui te ressemble beaucoup, c'est compliqué tu vois? Généralement, en fait, les associations, c'est plus complémentaire que similaire et c'est notamment ce qu'il faut rechercher. C'est ça, un associé qui est dans la partie technique et l'autre qui sera dans la partie commerciale. Voilà, exactement, ouais, c'est exactement ça. Et généralement, de fait de ces compétences souvent un peu complémentaires, par nature, les comportements et les sensibilités peuvent être largement différentes entre 2 associés. Un commercial sera certainement plus, on va dire, comment dire, il sera plus avenant qu'une personne plus introvertie, tu vois, et peut-être pas du coup à moyen terme ou à long terme la même vision de développement de l'entreprise. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête et sur lequel j'aimerais insister, c'est de dire que vous n'êtes pas obligé de passer par l'association si ça ne vous ressemble pas. Et pour autant, votre business ne sera pas moins bien qu'un autre business où il y a plusieurs associés, tu vois? Donc voilà, pour briser un peu ce mythe,
un peu speed pour toutes les personnes qui sont plutôt introverties et qui ont qui veulent travailler, qui veulent se lancer seules, mais je dis bien sans pour autant s'isoler, parce que c'est important quand même de s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est clair et net que on peut pas tout faire. Ça, il faut le prendre en compte. Il faut savoir discerner ses points forts et ses points d'amélioration. Et donc là, si tu veux pas passer par l'association, l'idée c'est de te créer un vrai réseau d'experts justement. On est bien placé pour en parler. C'est vraiment de se créer vraiment un réseau d'experts. J'avais entendu sur un podcast il y a quelques temps déjà, je saurais même plus dire qui avait donné ce conseil, mais j'avais trouvé ça intéressant. C'est que dans ta vie, quand tu te lances comme ça en solopreneur, tu dois te constituer un réseau d'au moins 5 personnes que tu appelles les personnes les hautes personnes recommandables. Donc il appelle ça les HPR. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir ces 5 personnes dans des domaines d'activité différentes, domaines d'expertise différentes, sur lesquels tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur une problématique particulière. Sur leurs compétences au level, quoi. Voilà, Ok, ouais. exactement. Ça, je te rejoins. Et Ouais. ça se compte du coup sur les doigts d'une main. Ouais, ça, je te rejoins. Ouais. Ouais, en fonction des activités, dans notre cas de figure, par exemple, un très bon dev, un très bon graphiste, un très bon marketeur, très bon podcast, et ça permet en fait de faire monter. De toute façon, tu sais, c'est la citation qui dit ensemble on va plus loin. Exactement. Ouais, tu vois, cette citation elle est très cliché, mais elle est très vraie. Donc on peut l'utiliser à foison en fait, sans modération. Donc voilà un peu pour cet aspect-là. Bah, moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est, tu vois, c'est dans cet épisode, c'est certaines personnes vont dire, mais attends, il y a un expert comptable, bon, ok, mémorialiste, mais expert comptable qui parle de s'associer ou être seul. En fait, ils se disent, mais c'est pas son rôle de. Toi, en fait, quand tu as un porteur d'idées ou un créateur qui vient te voir, est-ce que tu vas lui poser cette question et vous allez lancer seul ou etc. Et si tu sens que le mec te dit bah oui ou la femme te dit bah oui, je vais me lancer seul et que toi tu te rends compte que le projet en fait bah seul ça va être compliqué par rapport peut-être à ses compétences, peut-être par rapport au développement. Est-ce que tu vas le conseiller à dire mais moi je vous conseille peut-être de vous associer? Est-ce que c'est vraiment ce rôle de l'expert comptable d'aller aussi loin? Ouais, tout à fait. De toute façon, nous, le process de prise de connaissance, on va dire, du projet et puis de l'entrepreneur, ça passe obligatoirement par savoir au départ, on va le challenger, on va savoir ce qui lui est capable de faire. Et en effet, est-ce qu'il va se lancer seul ou à plusieurs? Et là, je repense notamment à un prospect de la semaine dernière. Il lance un projet, donc ils sont deux à lancer un projet. Lui est plutôt bon sur la partie commerciale, son associé est plutôt bon sur la partie technique, tu vois. Donc de prime abord, des profils qui sont plutôt complémentaires. Au priori, personnes très très amies, donc qui se font confiance. En l'occurrence, là, moi, je l'ai averti sur un point, c'est de dire que attention, il faut pas s'associer par dépit. C'est-à-dire que toi, tu as la capacité commerciale, tu n'as pas la capacité technique, mais il faut pas que tu t'associes rien que pour ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité technique, il faudra que tu trouves un autre moyen, peut-être à un moment donné, de la déléguer, mais ton association, elle doit pas se concentrer que sur ce point-là, en fait. Sinon, parce que en fait, ce qui va se passer, ce que j'ai vu sur des expériences précédentes, à partir du moment où tu as un profil comme ça commercial, un profil technique, quand le profil technique n'a plus envie de bosser, ou alors n'est plus aligné avec les valeurs de l'autre personne, c'est tout le projet qui est bloqué. Donc ça, tu vois, ça c'est important. Donc oui, c'est totalement le rôle en fait finalement de l'expert comptable au départ de pouvoir sensibiliser sur les dangers de cette association par défaut. Bon, qui des fois n'est pas finalement une association par défaut, mais il faut qu'on la balaye toujours de la tête de l'entrepreneur. C'est-à-dire, est-ce que tu es sûr de ton association? Nous on le challenge un peu là-dessus, bien sûr sans aller trop loin parce que finalement on n'est pas là pour remettre en cause l'amitié ou les liens affectifs qui existent entre les associés, hein. Mais on est là peut-être pour un peu les tester, puis de regarder un peu la complémentarité. Et puis nous, en plus tard, ça nous servira on en reparlera un peu plus tard, mais ça nous servira pour le pacte d'associés, qui est hyper important à rédiger en fait. Eh oui, je comprends. Ouais. Si on fait un point sur cette première partie, toi tu dis que c'est pas parce que vous n'êtes pas associé que vous n'êtes pas, on va dire, légitime, quoi. On peut monter une boîte seul et puis ça fonctionne très bien comme ça. Ouais, exactement, exactement. Moi, je vois plein de projets où les gens finalement se lancent seuls et sont plus sereins d'esprit et sont alignés avec eux-mêmes sur le développement de l'entreprise. Eh oui, complètement. Puis après, ça n'empêche pas. Peut-être que dans le futur, en fait, moi, c'est ce qui m'est Voilà, arrivé. exactement. Je me suis lancé seul pendant 10 ans, et puis 10 ans après, ma femme m'a rejoint, en fait, dans l'aventure. Ouais. Donc, tu vois, toi, tu t'es associé, à mon avis. Toi, finalement, qu'est-ce qui a fait le déclic sur cette association à un moment donné?
Bah, tu sais, après donc moi les 10 premières années, j'étais entre guillemets, j'avais pas des relations officielles. Donc voilà, je préférais de mon côté en fait, au niveau business, me lancer tout seul. J'avais comme tu dis des experts qui m'accompagnaient, mais j'ai jamais trouvé en fait, cet équilibre et puis je sentais que après je pense que c'est important d'en parler dans cet épisode, c'est que, l'argent est, donc au cœur en fait de ces discussions quotidiennes. Le problème de l'argent, c'est que beaucoup de personnes ont des problèmes avec l'argent. Quand une boîte fonctionne, les gens vont croire que c'est l'Eldorado. Alors je leur dis non, en fait, peut-être que demain ça sera plus compliqué, puis il faut investir, il faut faire du recherche et développement, il faut ceci, il faut cela. Ah oui, mais regarde, on a fait 6 premiers mois, c'est extraordinaire, on va pouvoir s'acheter ci, s'acheter ça. Mais non, n'importe quoi. Non, 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 non. Garde les pieds sur terre. C'est pas l'argent ne rend pas taré, non, reviens sur terre. Tu vas pas acheter ci, tu vas pas t'acheter ça. Et en fait, en voyant ces différentes relations, moi, je suis assez détaché par rapport à l'argent. L'argent est un outil, mais ça va pas me faire tourner les yeux, quoi. Et donc, à partir de là, en fait, je me suis dit bon, ok, Rudy. Alors, ça m'est arrivé sur d'autres projets que j'ai monté des startups il y a quelques années en arrière, où je me suis associé avec quelqu'un que je connaissais depuis très très longtemps. Et en fait, il s'avère que cette personne, elle a développé beaucoup de projets à côté. Et puis, bah, on s'est rendu compte au bout de 6 mois qu'il n'était pas du tout impliqué. Et je lui ai dit bon, écoute, t'es pas impliqué, voilà, on arrête là. Et en fait, c'est là où on se rend compte en fait qu'on peut perdre des amis. Hein. Peut-être ça fait partie aussi de cet échange d'aujourd'hui. C'est que je lui dis bah écoute, mon expert comptable va t'envoyer les papiers, etc. Ceci, et puis bah il me demande des frais, donc on va faire, tu vas me faire un geste hein, par rapport à ça, comme tu pars, etc. Il me dit mais hors de question, il y a pas de frais. Hein. C'est soit tu me rembourses ce que je t'ai donné, etc. Voilà. Et là j'ai senti qu'il y avait une certaine, tu vois, une certaine tension. Je dis ok bah écoute, je te rends tout ce que tu m'as donné, et puis on part, voilà. Et puis bah en fait je l'ai plus jamais revu quoi. C'est triste, hein. Ouais, c'est ça. Ça s'arrête très brutalement. Hein. Bah, tu sais, ça fait écho avec des dossiers, avec des dossiers sur lesquels j'ai vu des gens très très amis se déchirer pour des questions d'argent. En fait, l'argent et l'affect, c'est très compliqué de gérer les deux. Il faut vraiment pouvoir les manier avec vraiment une vigilance. C'est très très touchy de manier les deux. Et c'est surtout en fait au départ, bah, comme tu l'as dit, quand tout va bien, généralement bon, voilà, l'histoire fait son chemin. Et quand il commence à y avoir des problèmes d'argent, qu'il commence à y avoir peut-être des frustrations, qu'on s'imaginait un peu déjà millionnaire et qu'on finalement, Je travaille plus que toi machin, tu fais ci, tu fais ouais, ça. voilà. Ouais, oui, oui. Je comprends pas, on fait de l'activité, on se paye toujours pas. Moi, je veux mon salaire, etc. Le point de départ de ça, en fait, c'est l'alignement des valeurs. Faut que tout le monde soit au clair sur ce qu'ils attendent de ce projet, pourquoi ils le font. Parce qu'il y en a qui le font pas pour les bonnes raisons. Il y en a qui le font pour faire de l'argent. Après, je dis pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas forcément. Je me dis quand je lance un projet, c'est pas forcément l'idée que je défends parce que l'argent, au départ, t'auras des difficultés forcément. Et ce qui te sauvera, c'est ta motivation en fait. C'est ton why en fait, ton pourquoi t'as lancé ce projet. Et il faut qu'en fait tout le monde soit aligné sur cet aspect-là. Ouais, ouais, à chaque fois je dis ça toujours aux porteurs de projets, même si je comprends, hein, sans argent on peut rien faire hein, et on le comprend au quotidien, mais il faut pas que ça soit une motivation principale. Parce que comme tu dis, si au bout de 3 ans en fait, tu pas arrivé où tu veux, si c'est vraiment ta motivation n'est que l'argent, bah, au bout de 3 ans en fait tu vas abandonner, tout simplement. Parce que toute ton énergie, tout ton why, tout ça c'est déconnecté avec la réalité et où tu vas partir. Alors que si c'est un sens, une volonté, etc. Il y a toute une dynamique qui va opérer et que moi j'ai rencontré des gens qui me disent clairement bah écoute j'avais une très bonne situation, j'ai décidé de monter ma boîte tout seul, je gagne 5 fois moins qu'avant mais je suis hyper bien en fait parce que je sais ce que je fais, comment je le fais, etc. Donc oui ok cet argent elle est important pour faire notre chemin de vie, mais il faut pas que ça soit cette première motivation, sinon ça peut comment dire engendrer des petits soucis sur la suite quoi du projet quoi. Ouais, exactement. Et moi, ce que j'aime bien, il y a un truc que j'aime bien aussi te dire, c'est que quand tu vas t'associer avec quelqu'un, demande-toi si tu serais capable de t'asseoir dans un avion avec cette personne pendant 4 heures. C'est-à-dire, est-ce que tu serais capable, en fait, finalement, de t'imaginer avec cette personne, ou alors coincé dans un ascenseur pendant 4 heures. Et si tu te dis que tu aurais des difficultés à pouvoir échanger avec la personne, ou si tu te dis qu'à un moment donné, bah, ça va pas le faire, pose-toi la question de l'association, tu vois. Excellent, excellent. Ah, tu sais que c'est ce que fait Éric Larchevêque? Ok, ah, je savais pas. Il fait ça, ouais. Ah ouais.
j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un mastermind et en fait, il nous expliquait en fait, quand il lui, en fait, si par contre lui, il ne lance un projet jamais tout seul. Il va toujours s'associer. Donc, au travers de son réseau et de son réseau, et cetera. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rencontre quelqu'un, il prend en fait donc il y a un bon échange, il dit: «Bah écoute, on va partir à Bordeaux», il prend le train Paris-Bordeaux, voilà, ça fait 3 heures. Pendant 3 heures, il voit. Au bout de 3 heures, il sait s'il part avec lui ou pas. Excellent. Bon, tu vois, comme quoi, sans le vouloir, j'ai un peu d'Éric Larchevêque, en toute modestie en moi. Ça c'est un bon départ, quoi. Donc voilà, tu vois ces aspects-là, c'est des aspects que l'expert comptable peut apporter en termes d'expérience. Tu vois, des conseils comme ce genre, qui sont pas du tout financiers, finalement. Quand on va voir un expert comptable, on s'attend surtout à une approche financière, voilà, à faire un prévisionnel, à ce qu'on nous dise, bon voilà, ton seuil de rentabilité, c'est autant, il faut faire autant de chiffres. Mais sur cet aspect non financier qui, moi, m'intéresse beaucoup et sur lequel je m'intéresse particulièrement, c'est de dire que on a notre rôle à jouer de par l'expérience, de par les situations qu'on croise. On a cette carte à jouer et cette valeur ajoutée à apporter aux entrepreneurs. Et c'est ça qui va faire la différence. Cette culture business, prendre le recul et se dire, ton projet, financièrement, c'est peut-être OK, ça passe, mais il faut se poser la question du non financier. Est-ce que ton business model est OK? Est-ce que ton offre marketing, toi, du coup, t'es bien placé pour le savoir, mais est-ce que ton offre marketing et ton offre de communication, elle est en place, elle est rodée? Tu vois, ça, c'est des trucs que moi, j'hésite pas. Je me sens légitime de le faire, à toute chose gardée, hein, en restant modeste. Mais sur des sujets, je me sens légitime de le faire à certains moments. Ah oui, oui, c'est clair, je te rejoins, ouais. Mais après, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais. Je pense que ça peut peut-être faire l'objet, en fait, d'un accompagnement. C'est, tu as 2 associés qui arrivent, ou 3 ou 4, peu importe. Et bah, vous allez faire un test, de valeur, savoir si vous êtes aligné en fait, avec ça. Et donc si en fait ces valeurs sont alignées avec ces personnes, bah, vous dites, bah, vous avez voilà un pourcentage, oui, de pouvoir partir ensemble. Alors après, est-ce que c'est ça qui va vraiment définir le truc? Peut-être pas, mais ça donne une première motivation parce qu'il y a des gens, c'est un peu ils sont dans la dynamique, ouais, on y va, l'enthousiasme, comment dire, la l'effet de dopamine, et cetera. Mais peut-être que ouais, OK, mais attends, on va se remettre. OK, c'est très bien, il faut avoir cette énergie-là, mais on va voir un peu plus loin, on va creuser, savoir si, vous allez pouvoir faire un chemin de vie ensemble aussi longtemps que vous le pensez. Et à partir de là, après on n'a pas une boule de cristal, tu vois? Mais peut-être que ça peut être intéressant que cet expert comptable, un peu nouvelle génération qui est en train d'arriver, peut apporter cette sensibilité-là sur un rôle qu'on n'aurait pas forcément vu au premier abord, tu vois? C'est comme ça, je compare à un truc qui n'a rien à voir, mais souvent quand, j'interviens dans des écoles et cetera pour le côté un peu entreprendre dans sa vie, quand je me présente, je leur dis: «Voilà, je suis marié, 3 enfants et un chien». Ils me disent: «Pourquoi vous dites que vous avez un chien?» Je dis: «Beh, je vais l'expliquer après». Bon, j'explique après pourquoi avoir un chien, parce qu'il faut être responsable. C'est pas juste de vouloir un chien, c'est vraiment, en fait, de prendre le temps, de l'éduquer et cetera. Et quand, je suis parti pendant 1 an faire du dressage, tu sais que le premier rendez-vous avec le dresseur, il m'a dit: «Ne prends pas ton chien». Je dis: «Qu'est-ce que tu racontes?» J'ai dit: «Pourquoi tu prends pas mon chien? Je viens de dresser». Il me dit: «Non, ne prends pas ton chien». Alors je dis: «OK, bon, je prends mon chien». Je suis arrivé, il m'a dit: «Bah, tu vas observer», et après il m'a fait un cours sur moi. En fait, il m'a formé moi. Il m'a dit: «Tu sais que 90 c'est toi avant tout, hein. Si toi tu es aligné, après ton chien ça ira de suite». Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et tu vois, c'est exactement comme on pourrait transmettre ça à l'expert comptable. Et ben, l'expert comptable va arriver: «Non, non, on va pas parler chiffres là. On va parler, valeurs, alignement, et cetera». «Qu'est-ce qu'il raconte?» Exactement. Ouais, tout à fait. Et là, il va dire: «Ah ouais, putain, mais c'est pas mal parce que tu structures, la société pour demain, quoi», tu vois? Ah, c'est une petite idée que j'ai comme ça au passage. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis en plus, en faisant ça, tu vas plus loin sur le projet. C'est-à-dire que tu vas pas te cantonner aux chiffres, tu t'impliques. C'est-à-dire que les entrepreneurs vont vraiment ressentir cette implication que tu as pour leur projet, tu vois. Puis en fait, indirectement, bon, peut-être qu'ils se l'avoueront jamais, mais les entrepreneurs qui viennent voir un expert comptable, ils attendent ça aussi. C'est ce point de pouvoir être challengé et d'être poussé dans le retranchement. Ce qui est jamais agréable, hein, parce que quand on te dit que ton projet est bancal, bah, alors que toi, tu mets toute ton âme, bah, c'est toujours une petite déception. Mais tu vois, il faut savoir bah, justement le pouvoir dire ces choses-là et s'immiscer dans cette. On s'immisce pas dans la gestion, on reste quand même en dehors de ça, mais de pouvoir jouer un rôle là-dessus. Tout à fait.
Ah ok, top, intéressant. Ouais. Et alors, si on souhaite justement, ce fameux rendez-vous fonctionne et on souhaite s'associer, toi, tu dis que ok, vous allez vous associer, c'est parti, mais là, il y a un contrat en fait à mettre en place. Il y a des fondamentaux, c'est ça, pour on va dire se protéger mutuellement. Bah oui, absolument, absolument. Déjà, quand on a fait ce travail de réflexion, en fait, qu'on a fait un peu qu'on a fait notre business plan, on a redéfini notre business model d'association, j'ai envie de dire. L'idée, c'est de se dire, tu choisis ta structure, un peu comme quand tu vas choisir ta structure juridique. Là, il faut que tu choisisses ta structure d'association. En fait, moi, j'aime bien classer les associations. Je les classe de quatre façons, les associations, moi. T'as l'association du cœur. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme la Love Money quand tu vas chercher du financement. Tu t'associes parce que tu as des affinités avec certaines personnes, avec ton meilleur ami. Bon, ce qui arrive souvent, les gens s'associent, ils ont un projet et ils s'associent avec leur meilleur ami. Pourquoi pas? Bon, ça, c'est l'association, je dirais, qui est la plus dangereuse pour moi et qu'il faut sécuriser le plus. Parce qu'il y a de l'affect, et quand tu mélanges l'affect avec le business, c'est toujours un peu délicat à gérer. Il y a du risque. Voilà, il y a toujours plus de risques. Donc, première association, donc moi, je vois ça comme ça. Deuxième association, je dirais qu'il y a l'association de la complémentarité, justement. C'est-à-dire, je m'associe parce que j'ai une compétence dans un domaine, mais je sais que sans d'autres compétences particulières, le projet ira moins vite. Le développement de mon projet ira moins vite. Donc, je dois m'associer pour développer ce projet et disposer en fait de toutes les compétences en interne. Donc ça, tu vois, c'est l'association de la complémentarité. Troisième association, c'est l'association de la croissance. Là, je dirais qu'elle s'adresse plus aux plus grosses entreprises qui s'associent par exemple avec des fonds. À partir du moment en fait tu décides de faire rentrer un fonds dans ton entreprise où en fait tu as atteint un niveau de développement crucial de ton activité où t'as démontré que ton activité elle pouvait être scalable. L'idée c'est de se faire aider par un fonds et là un fonds en fait bon après il y a des fonds qui sont il y a fonds et il y a fonds. C'est-à-dire qu'il y a il y a des fonds qui vont pouvoir te permettre de développer justement cette croissance et que au lieu de faire x2 dans ton activité, tu vas faire x4. Et après, il y a les fonds bon, qui sont là pour prendre un chèque à la fin, hein. Clairement, on va pas se mentir. Moi, je m'adresse surtout à ces fonds, moi, qui sont plutôt là pour vraiment un objectif de croissance et un objectif vraiment un objectif économique qui soit aligné avec finalement les valeurs des premiers associés. Donc ça, c'est l'association de la croissance. Vraiment atteindre un niveau supérieur si tu veux te développer à l'international, si tu veux te développer au niveau européen. Il y a cette association-là qui est toujours intéressante. Pareil, qui est très importante à bien cadrer avec l'impact associé. Et enfin, la dernière association qu'on n'évoque pas forcément, mais qui a toute son importance, c'est l'association de la sortie anticipée. Pour anticiper en fait ta sortie, pour tout business en fait, hein. L'idée c'est de dire que une sortie ça se prépare. Si tu veux en tirer les meilleurs fruits, si tu veux transmettre correctement, il faut l'anticiper, clairement. Et ça c'est pareil, c'est avec le pacte d'associés dont on va détailler juste après les clauses possibles. L'idée, c'est vraiment de tout ficeler, en fait. C'est-à-dire que, un peu comme une succession, finalement, hein, quand tu vas chez le notaire. De toute façon, les deux métiers sont complémentaires, hein. Nous, on s'appuie beaucoup sur des notaires et puis des avocats. L'idée, c'est que l'ensemble du projet soit anticipé à échéance long terme, moyen terme. Après, chacun définit ses échéances. Mais voilà un peu pour les quatre types d'associations qui, pour moi, on peut les classer comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, sur ce classement un peu d'associations. Non, l'idée du classement en fait résonne et je partage ça. Après, l'idée de la quatrième partie et même je dirais même des autres, c'est si je comprends bien en fait, c'est d'aller chercher toutes les possibilités que l'on peut avoir en termes de situation qui peut arriver et en fonction de ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va se passer derrière pour se protéger mutuellement en fait, c'est ça? Exactement. En fait, ce qui se passe avec les quatre associations, l'idée, c'est de dire qu'en fait, à ces moments clés en fait, c'est des moments clés de vie, hein, parce que finalement, quand tu regardes ces quatre étapes d'association, peut-être qu'un entrepreneur sera amené, dans la plupart des cas, à passer par ces quatre étapes pour les plus gros projets. Et finalement, en fait, c'est de se dire que à chacune de ces étapes, pardon, tu vas avoir des objectifs différents et tu vas devoir ficeler ton organisation d'une façon différente. Et là, c'est là qu'il rentre en jeu le pacte d'associés. En fait, c'est limite qu'en fait, à chaque étape, tu sais que tu vas avoir un pacte d'associés qui sera différent. D'accord? Tu n'auras pas le même pacte d'associés avec une association du cœur, et puis tu n'auras pas le même pacte d'associés avec l'association de croissance, et même pour l'association de la sortie anticipée. Chaque étape a ses clauses et a ses spécificités.
Et c'est comme ça que tu peux ensuite ajuster le tir, se dire peut-être que là mon pacte il est plus adapté, faudrait peut-être que je le modifie, tu vois. Et ça, c'est possible. On peut modifier un contrat de pacte d'associés aussi facilement que ça. Ouais, c'est l'avantage du pacte d'associé. Si on rentre un peu plus dans ce détail et pour remettre un peu dans le contexte, le pacte d'associé, c'est quoi? Le pacte d'associé, en fait, on peut le comparer globalement à un contrat de mariage. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un contrat que tu vas signer avec les associés. Tu peux le signer avec l'ensemble des associés ou alors tu peux le signer avec un seul des associés, en fait, hein, ça, c'est pas fermé. Donc, c'est un contrat que tu rédiges auprès d'un avocat ou auprès d'un service juridique, d'un expert comptable, et où, en fait, on en insère un certain nombre de clauses qui peuvent être très très variées, en fait, c'est très flexible, qui peuvent aller de la clause de rémunération du dirigeant, de savoir comment le dirigeant va se rémunérer. Tu peux avoir une clause de sortie anticipée, c'est-à-dire savoir au moment de la sortie, c'est-à-dire si on a une offre sur la table par exemple de rachat, est-ce que tout le monde sort ou est-ce que d'autres restent, tu vois par exemple. Et la particularité du pacte d'associé, c'est que c'est un contrat privé, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas publié comme les statuts, il est pas publié au greffe, donc c'est-à-dire que personne n'a connaissance de ce C'est pacte. confidentiel. Voilà, c'est hyper confidentiel. Personne n'a connaissance de ce pacte à part les associés qui sont concernés. Donc même au sein d'une même entreprise, en fait, tu peux avoir en fait deux associés qui ont signé un pacte entre eux, sans que les deux autres associés, s'ils sont quatre, soient au courant. Tu vois? Ah ouais, tu peux aussi faire ça? Ah bien sûr, tout à fait. OK, ouais. D'accord, moi je pensais que c'était tous les associés. Non, non, si un associé n'a pas envie d'être concerné, il est pas concerné. Mais on doit lui en parler ou pas? Non, non, pas forcément. Non, non. Il est pas aux yeux de la loi. C'est un contrat privé, donc s'il est pas directement concerné, tu dois pas lui en parler. D'accord, et quand tu dis concerné, c'est quoi? C'est en termes de pourcentage de la société? Si, il a moins de ça, et ça sert à rien de lui en faire part? Non, non, c'est juste s'il l'a pas signé. En fait, s'il l'a pas signé, tout simplement. S'il a pas été mis au courant, si en fait ça a été décidé comme ça, c'est-à-dire qu'il a été, enfin entre guillemets, exclu du pacte d'associés, parce que deux associés ont préféré plutôt pacter entre eux, j'ai envie de te dire. Ça les regarde en fait, d'accord? C'est vraiment différent des statuts où là les statuts sont signés par tous les associés et sont opposables à tous les associés. OK, ouais, je comprends, ouais. Mais quand, dans le cas de figure où, ce troisième associé n'aurait pas signé ou qu'il est pas informé et pas au courant, dans une situation qu'ils vont prendre dans leur contrat, dans leur pacte d'associés, une vente ou et cetera, lui, en fait, tout ça, il est pas du tout, en fait, il a pas de cadre. En fait, ce qui va se passer, c'est que les décisions du pacte d'associés lui seront pas opposables. Donc en fait, le pacte d'associés, on pourra pas, c'est-à-dire qu'on lui, Faut pas lui dire, hein, c'est comme ça marche comme ça, en fait. voilà. Donc c'est toujours un peu délicat de le faire comme ça, mais c'est possible. Parce qu'après, tu vas, en fait, à un moment donné, tu vas peut-être te retrouver bloqué si tu concernes pas tous les associés, puisque finalement, le pacte d'associés sera pas opposable à tout le monde finalement. Eh oui, c'est ça, ouais. Eh oui, oui, c'est ça, ouais. OK, ouais, OK. Ça peut arriver, mais c'est rare. OK, je Oui, oui, dans les faits, c'est rare. Mais voilà, pour te dire qu'en fait, ce qu'il faut retenir du pacte d'associés, c'est privé et c'est hyper flexible, au point que en fait, ça en est devenu, selon moi, trop flexible. Parce que c'est tellement flexible qu'en fait, t'as plus aucun cadre et ça rend le pacte d'associés hyper compliqué à respecter finalement. Parce que tu peux aller tellement loin dans le nombre de clauses que tu peux mettre que en fait, ça devient et puis ça devient un peu à la fin ingérable de gérer toutes les clauses finalement. Ouais, j'imagine, ouais. Parce qu'en fait, une peut se contredire avec une autre, il faut faire attention à ceci, anticiper la suite, ouais. Et si ça s'arrive, qu'est-ce que ouais. Ouais, c'est exactement ça, exactement ça. Donc voilà, faire très attention avec le pacte d'associés, très important. Généralement, le pacte d'associés, il rebute un peu les entrepreneurs parce que c'est un certain coût finalement, c'est un certain coût financier. Donc au départ, nous on conseille toujours quand il y a plusieurs associés de faire un pacte d'associés parce que par rapport aux situations qu'on a vécues et par rapport les expériences qu'on a pu constater, quand on n'a pas de pacte d'associés, on se retrouve vite bloqué et c'est toute l'entreprise qui est en péril en fait, finalement. Au départ, on est toujours à vouloir faire quelques économies, tu vois, et pouvoir grappiller le moindre euro par-ci par-là. Donc généralement, le pacte d'associés, on se dit bon, on le fera plus tard. On le fera plus tard et puis en fait, on le fait jamais, quoi. Exactement, on le fera plus tard et en fait finalement, on le fait jamais, exactement. Alors, bah, ce que je te propose, Kevin, avant de terminer cet épisode, ce qui m'intéresse en fait, sur cet échange et on en parlait aussi, dans l'introduction et dans le début, c'est justement ces fameuses clauses, essentielles du pacte associé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Ce qu'on peut mettre en avant?
Carrément. Bah, comme je te disais juste avant, dans un pacte d'associés, tu peux avoir 1000 et une clauses en fait. Et le piège, c'est de vouloir y intégrer un peu toutes les clauses que tu vas passer. Là, l'idée, bah, c'est vrai que moi j'ai quelques clauses en tête qui sont essentielles. Je vais te les citer. Par exemple, bah, il y a des trucs qui sortent vraiment, elles sont obligatoires presque. Je pense notamment à la clause de confidentialité. Parce qu'en fait, le pacte d'associés, on part du principe que c'est confidentiel. Sauf que si tu insères pas une clause de confidentialité dedans, ton pacte d'associé, il est plus confidentiel en fait. Donc ça, celle-là, surtout pas l'oublier, parce que bah, du coup, tu perds toute la notion de la confidentialité du pacte d'associé. Une autre clause qu'on peut oublier rapidement et qui peut faire de gros dégâts si on l'oublie, c'est la clause de durée. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il faut que tu précises ton pacte d'associé il s'étend sur combien d'années, parce que si tu précises pas, on peut se retourner contre toi, contre le pacte d'associé, et puis en fait stipuler que il a pas de durée, donc il est un peu, il est désavantageux. Il est désavantageux, voilà, il est intemporel, donc en fait, il a pas de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a pas de durée, bah, c'est injuste dans sa forme. Et donc dans ce cas-là, bah, tu peux te le voir un peu retoquer ton pacte associé. Est-ce que t'as on va dire, un nombre d'années par défaut que tu conseilles ou c'est vraiment au cas par cas? Non, bah c'est au cas par cas. Mais après, on peut très bien imaginer. Généralement, moi, ce que je vois, c'est des clauses. Après, tu peux aussi t'entendre sur la durée avec ton investisseur, par exemple. C'est vrai que quand tu as des investisseurs, bah généralement, on prévoit un pacte associé peut-être sur 5 ans, parce que l'investisseur a peut-être bah, justement prévu de sortir à 5 ans. Sinon, on peut peut-être définir d'ores et déjà une durée qui peut être de 99 ans, un peu comme les statuts. C'est-à-dire que quand tu fais les statuts, bah, tu dis que ta société, elle va perdurer 99 ans. Au-delà, il faudra renouveler un peu son acte de naissance. Donc pourquoi pas 99 ans. C'est un peu variable en réalité. Ça va surtout dépendre des membres qui composent ce pacte d'associés et puis de ce qui a été négocié entre eux. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Peut-être la clause de sortie conjointe, qui est intéressante celle-ci. Clause de sortie conjointe. En fait, l'idée c'est de dire dans une société avec des associés minoritaires et des associés majoritaires, en cas de proposition de rachat bah, par un fonds d'investissement, par exemple, si le fonds d'investissement propose de racheter 80% des actions aux majoritaires, la clause de cession forcée, en fait, elle permet de sortie conjointe, elle permet justement aux minoritaires de vendre eux aussi leur part, donc par exemple 20%, aux mêmes conditions et au même moment à ce fonds d'investissement. En fait, le but, c'est que les minoritaires ne restent pas seuls. Bah, en fait, elles se retrouvent pas seules en fait avec le fonds d'investissement parce que ce qui n'était pas convenu, c'est en fait ce qui n'était pas convenu à la base, quoi. L'idée, peut-être que eux ils ont plus intérêt à rester et que bah, eux aussi veulent tirer les fruits de leur investissement si à un moment donné il y avait une plus-value à faire et puis les revendre à ce moment-là. OK, OK. Et ça, comment ça s'appelle cette clause? C'est la clause de sortie conjointe. Sortie conjointe. Tout le monde peut sortir en même temps. OK. Et c'est uniquement pour, dans le cas, en fait, d'un rachat au niveau d'un fonds d'investissement ou ça peut être, sur un rachat, en fait, de n'importe quel type, d'entreprise? Non, non, c'est vraiment un rachat de n'importe quel type. Ça peut être un rachat par une transmission simple. Là, je te prenais le cas d'un fonds d'investissement, mais c'est vrai que si tu peux avoir un rachat d'une société, un rachat quelconque, hein, finalement, tu peux insérer cette clause-là. Ça protège les minoritaires, en fait. Généralement, c'est une exigence des associés minoritaires du pacte qui l'insèrent et qui demandent à ce qu'elle soit présente pour pas se retrouver bloqué justement avec quelqu'un que eux ne voudraient pas. Bah, en fait, par exemple, justement, à l'inverse de celle-ci, tu peux avoir par exemple la clause de cession forcée. En fait, là, c'est l'inverse, c'est de dire bah si j'ai des minoritaires dans ma boîte et qu'on me propose de me racheter 100%, bah je dois forcer mes minoritaires à vendre leur part. Ah oui, d'accord. Et dans ce cas-là, bah ils sont obligés de sortir en même temps que moi. Tu vois, ça c'est en fait c'est la même clause mais l'effet inverse. Là, tu protèges l'associé majoritaire. Puis après, il y a des clauses qui sont. Il y a une clause qui est marrante. Alors, on la surnomme la clause du Lucky Luke. En anglais, c'est clause de buy or sell. En fait, l'idée, c'est de dire qu'en cas de blocage, donc en fait, elle est utile quand tu as deux associés à 50-50. En fait, généralement, quand tu peux avoir un litige et que du coup la société est bloquée parce que les deux associés ont 50-50 chacun. En fait, cette clause, elle permet à un associé, elle dit, bah, si un associé fait une proposition de rachat à l'autre associé de ses parts sociales à un prix donné, que lui a défini, bah alors l'associé en face est obligé de l'accepter. S'il l'accepte pas, alors il doit racheter lui les parts de son associé au même prix.
Donc en fait, c'est celui qui dégaine en premier. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu la clause de Lucky Luke. Le premier qui dégainera la clause, en fonction du prix qu'il a défini, il sera avantagé en fait. Ah oui. Ouais, c'est dangereux. Celle-ci, elle pique un peu. J'imagine, ouais. Ah ouais. Et ça, en général, il l'active quand il y a une situation un peu délicate ou En fait, c'est vraiment là l'idée, c'est t'es vraiment bloqué et t'as plus que ça comme solution pour sauver la boîte. Donc en fait, généralement, celui qui le fait, peu importe de savoir si il va sortir ou s'il va racheter. En fait, l'idée, c'est de dire que la seule issue que je veux, c'est de pouvoir sortir de la situation bloquante, peu importe le prix, en fait. Ok. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cet épisode, avant de conclure, c'est justement ce fameux rôle de l'expert comptable. Donc, quand j'entends ce fameux rôle de l'expert comptable, c'est toi aujourd'hui, comment tu te situes en fait sur justement, demain, t'as dans ton quotidien en fait des associés ou un solo entrepreneur qui vient te voir et comment l'expert comptable en fait, c'est qu'est-ce qu'il doit incarner en fait comme posture. Est-ce que, par exemple, ils arrivent, ils disent, nous, c'est 50-50. Est-ce que tu vas leur dire, vous êtes sûr? Vous avez bien compris? Est-ce que ça va engager derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va plutôt faire 49-51 pour vraiment, pas bloquer la boîte, tu vois? Est-ce que ça, l'expert comptable, il doit aller vraiment dans tout ça, en fait, et limite même dans les choses qui fâchent un peu, quoi? Ouais. Si on doit résumer, mais comme tu l'as dit, en fait, l'expert comptable, il a plusieurs rôles. Déjà, dans un premier temps, on surnomme généralement l'expert comptable comme le médecin de famille. Pourquoi? Parce que c'est un proche conseiller et finalement c'est quelqu'un qui va connaître la famille du père à l'enfant presque, et donc il va suivre justement l'évolution de la société au plus près. Donc c'est là en fait c'est cette notion de proximité. Un expert comptable, tout se joue dans cette relation de confiance que tu vas avoir avec ton client, cette proximité dans l'accompagnement de la santé de ton entreprise, de la santé financière de ton entreprise. C'est vraiment le rôle clé. Et après, ce qu'il faut pas oublier aussi et ce qu'il faut pas négliger, c'est justement ce côté, comme tu l'as dit, un peu challengeant. On n'est pas là pour dire amen à tout à ce que le chef d'entreprise dit justement, et c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il recherche aussi, parfois, c'est justement d'être challengé. Alors des fois, ça leur fait pas plaisir, hein, et peut-être que jamais ils vont te dire que ils ont besoin d'être challengés, mais au fond d'eux, si tu le fais pour leur bien et pour le développement de la boîte, tu dois prendre cette posture et tu dois te permettre de challenger les prises de décision et les positions du dirigeant. En fait, tu dois avoir ce culot. Il faut avoir ce culot de pouvoir le challenger et pas avoir un peu ce syndrome de l'imposteur, se dire finalement en fait en tant qu'expert comptable, c'est peut-être pas mon rôle de venir les challenger là-dessus. Moi, je te dis que si, en fait, il faut justement y aller et pas avoir en fonction de tes appétences, tu vois, parce qu'un expert comptable, ok, de base, ça a des compétences plutôt solides en finance, mais tu peux avoir des compétences, voilà, plutôt des compétences techniques, mais tu peux avoir aussi des compétences solides en informatique, en communication, en marketing. En fait, rien ne t'empêche de développer à côté de tout ça, à côté de ta compétence technique, d'autres compétences et développer ce que moi j'appelle la culture business, c'est-à-dire vraiment pouvoir maîtriser tout ce qu'une entreprise est capable de développer. Donc, comme je disais, la communication, le marketing, le recrutement, la gestion informatique, pourquoi pas, au niveau de la cybersécurité, etc. Parce qu'en fait, la porte d'entrée de l'expert comptable, c'est la comptabilité. Ça, on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui nous permet en fait, c'est un peu notre manière de prospecter. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu vas être obligé de voir un expert comptable pour faire ta comptabilité. Et c'est nous, à ce moment-là, qu'on doit choper le client pour pouvoir lui proposer des missions à plus forte valeur ajoutée. On la pâte avec la comptabilité, tu vois. On la pâte parce que, finalement, c'est une obligation pour lui de trouver un expert comptable, mais on le fidélise et on le satisfait grâce à ces missions complémentaires. Ok, à tout cet accompagnement qu'on a échangé. Voilà, c'est cet accompagnement à forte valeur ajoutée, en fait. Ok, intéressant. Ouais. Et si tu aurais un mot de la fin, ça serait lequel? Le mot de la fin, je dirais que la profession d'expert comptable, en tout cas, c'est une profession qui, moi, me rend fier. Si on a envie d'être au plus près des entrepreneurs, de les accompagner dans des projets de vie, il faut pas hésiter à se lancer dans ce cursus, j'ai envie de dire. Et à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, si certains nous écoutent, c'est de faire confiance à son expert comptable et de pas hésiter à le solliciter et à le mettre un peu dans les confidences. C'est-à-dire que des fois, on n'ose pas discuter de sujets auprès de son expert comptable, mais il faut pas s'en priver. C'est-à-dire que plus l'expert comptable sera au courant de ce que vous faites, et mieux vous serez accompagné. Ouais, c'est ce qu'on a ressenti beaucoup sur les épisodes précédents, c'est la communication en fait. Ouais. C'est communiquer avec votre expert comptable. Et toi, par exemple, retour d'expérience, qu'est-ce que tu attends de ton expert comptable, toi, un peu, Rudy? Au niveau de l'expert comptable que tu as,
Est-ce que tu partages toi cette vision? Oui, oui, je te rejoins. En fait, moi, l'expert comptable, en fait, comment nous on avance avec lui, c'est la compta, comme tu dis, en fait, c'est la porte d'entrée. Mais sincèrement, en fait, pour qu'il m'appelle, pour qu'il me dise, il manque la facture numéro Tartampion ou pour faire la TVA ou ceci, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà des chiffres. Et grâce aux chiffres, alors c'est sûr que les chiffres c'est la base, parce que sans chiffres on peut pas avancer. Mais aujourd'hui, grâce à des outils et puis grâce au process qu'on a pu développer, à l'automatisation que la technologie peut nous offrir, il y a une grosse partie quand même qui est réalisée. Alors, faut pas dire que tout est automatisé, que l'expert comptable il fout plus rien sur ça. Bien au contraire, il y a encore du boulot. Mais néanmoins, il y a quand même déjà un bon travail qui a été fait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, tout à l'heure, tu parlais de challenger. C'est ça en fait, c'est challenger les chiffres, challenger les ambitions, challenger les objectifs à la hausse, voire à la baisse, parce que certaines fois, t'es un peu, tu sais, tu challenges un petit peu, trop la performance. Bah ouais, les ambitions sont Trop élevées, voilà, et c'est pas forcément atteignable. Donc, il va dire, attends, là, franchement, comment tu peux faire autant en si peu de temps, etc. Après, en fonction de type d'entreprise, moi, je pense que des boîtes de moins de 10 salariés, un rendez-vous par trimestre avec son expert comptable, c'est très bien. Tu vois, nous, c'est ce qu'on fait. Et je pense que le ratio est très bon. Après, au-delà, je pense que ça me nécessite peut-être un rendez-vous tous les mois pour vraiment bien piloter la boîte sur le développement et savoir si on est sur la bonne ligne de croisière ou si on n'y est pas. Mais prendre ce temps-là, en fait, ça permet de travailler sur sa boîte. Et que ce soit sur Place à l'expert comptable ou Place à l'expert, c'est un sujet qui revient souvent. C'est prenez du temps pour travailler sur votre entreprise au lieu de travailler tout le temps dans votre entreprise. On est tous comme ça. On va dire, on est peut-être formaté comme ça. Mais ce qui revient souvent, c'est ça, c'est prenez du temps pour travailler sur votre entreprise. Et ça fait partie, le boulot avec l'expert comptable, de travailler sur ça. Donc tu avais défini un budget de temps, t'en es où, etc. Mais je vois que là, tu as une super remontation, c'est dû à quoi? Mais tu sais, je t'avais dit, on avait lancé un nouveau service, on en a lancé même 2. Ah ouais, mais ça plaît pas mal, etc. Mais là, j'ai vu sur ce poste-là, ça a baissé, mais pour quelle raison? Oui, il y a 2 clients qui sont partis, mais tu sais pourquoi? Et ça remet en cause. Tu réfléchis, en fait, tu vois? Parce que ce que je reviens aussi souvent, c'est que ce fameux dirigeant de TPE, voire même aussi de PME, prise des décisions est tout seul. Et son expert comptable, en fait, il va être là pour l'aider dans sa prise de décision, pour l'aider, en fait, à dire. Alors, c'est pas lui qui va prendre la décision finale, bien entendu, c'est le dirigeant. Mais avec ce qu'il va lui donner, ça va lui permettre, dans les différents cas qu'on va lui poser, d'avancer, de dire ok, maintenant je vais lui donner tangible, concrète, la décision, je vais pouvoir la prendre en humble et conscience, quoi. Voilà un peu l'idée, quoi. Ah ouais, c'est exactement ça et je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis et c'est justement dans ces moments-là que nous, en tout cas que moi je m'éclate et que la profession montre sa vraie valeur et comme tu le dirais si bien, montrons le vrai rôle de l'expert comptable aux entrepreneurs et ça passe par ça. Donc, si on résumerait cet épisode en 5 points, premièrement, un pacte d'associés protège en cas de conflit ou de changement, comme tu le disais, Kevin. Deuxième point, s'associer requiert un alignement de valeurs pour éviter les tensions. Troisième point, chaque type d'association, affinité, complémentarité, croissance, sortie, a ses enjeux. Quatrième point, l'expert comptable apporte un soutien stratégique pour optimiser les décisions. Et dernier point, le solo-entrepreneur bénéficie d'une liberté et une flexibilité en développant un réseau de confiance. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Salut Rudy, merci. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Elodie Ligibel, une nouvelle expert comptable. Elle nous donnera ses conseils et astuces pour bien préparer notre rendez-vous bilan avec notre expert comptable. Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.